On aimerait vous poser une question très personnelle, là. Quelles sont, quelles sont les prises de conscience que vous avez eues qui ont beaucoup impacté votre vie? Merde, ça, c'est Ah, je te laisse commencer alors. Parce que moi, c'est le genre de question où je me dis, quelle est la réponse que je vais pouvoir donner tu vois, je cherche toujours, tiens, c'est quoi la prise de conscience que j'ai eue? Tu vois, en fait, je vis pas tous les jours en me disant, tiens, ça c'est une bonne prise de conscience, j'ai besoin de temps de réflexion, tu vois. Je pense qu'il y en a eu plus d'une. Ouais, clairement, il y en a eu On peut plein. Il y en a eu plein. choisir une, ou bien on résume tout. Moi, j'en ai eu pas mal, hein. Je pense que la première plus grosse et plus impactante de ma vie, ça a été de me rendre compte que j'étais responsable de tout dans ma vie, de ce qui était merveilleux et de ce qui était pourri. Et vraiment. Et ça a été pas confortable comme prise de conscience, puisque je vivais depuis des années dans des phases de mal-être, de dépression, etc. Et en fait, j'attendais à un moment donné que ce soit l'extérieur qui me sauve, à travers Dieu, à travers une rencontre qui allait me sauver, à travers un livre que j'allais lire qui enfin, ça y est, tu viens me sauver. Si bien que je raconte souvent que je me croyais un peu pour Jim, je me pensais Jim Carrey dans le film De Truman Truman Show, Show. que on allait voilà, me dire non, en fait c'est une blague, ça y est, t'as souffert pendant 25 ans, mais en fait non, la vraie vie elle commence maintenant, et en fait on te balançait de la souffrance. Mais il a fallu que je me rende compte que bah, mes victoires c'était moi, mais mes défaites aussi, mes joies c'était moi, mais mes peines aussi, ma dépression c'était moi, enfin tout venait de moi. Tant que je me rendais pas compte que ça venait de moi, que je ne pouvais rien y changer. Donc ça a été non pas passer du côté conducteur de ma vie, c'est me rendre compte que j'étais depuis le début. Depuis la naissance, j'étais côté conducteur. Je co-créais tout, même les choses que je détestais. Mais je m'étais illusionné en me disant, en croyant que j'étais au côté passager sans le volant. Donc pour moi, ça a été, je pense jusqu'ici, la plus importante de ma vie, parce que c'est celle qui a pu faire en sorte que même maintenant, quand je vis des hauts et des bas, bah, je sais que ça vient de moi. Et que c'est pas pareil, quoi. Parce que quand tu as l'impression que ça vient de l'extérieur, tu subis. Quand tu sais que ça vient de l'intérieur, tu conduis. Ouais, une petite punchline pour la caméra. Petite punchline. Petite punchline, voilà. Donc moi, ça a été une grosse prise de conscience. Il y en a eu une autre beaucoup plus récente de cette année, ça a été de comprendre, enfin de l'année dernière, de comprendre que le monde n'avait rien à m'offrir et que rien ni personne ne pouvait me remplir de joie. Que aucune personne sur Terre, aucune chose matérielle, aucune somme d'argent, aucun degré de reconnaissance, aucune réussite professionnelle ou quoi, ne pouvait me remplir de joie de manière durable. Et que je pouvais atteindre tous les objectifs de ma vie, de toute façon. Ça allait pouvoir m'apporter du plaisir éphémère, et c'est génial. Il n'y a pas de mal à avoir du plaisir éphémère, mais il faut juste avoir en tête que ce sera que du plaisir éphémère. Que même l'objectif le plus noble, ce truc où on se dit je serai enfin heureux quand j'aurai ce boulot, ce couple, ce corps, ce truc, ce machin, je serai enfin heureux, ben en fait c'est une illusion. Et qu'il n'y aura jamais un seul objectif qui pourra nous remplir de manière durable. Qu'à chaque fois qu'on va atteindre l'objectif, on va être content entre 3 minutes et 3 jours, c'est super, mais qu'au bout de 3 jours, il y aura de nouveau un vide, et je vais de nouveau me fixer un objectif en croyant que, ah ben non, mais maintenant cet objectif-là, lui, il va me remplir de manière durable, et moi j'ai fait ça. Donc, 30 ans. T'es dans la roue de l'insatisfaction chronique, t'es un éternel insatisfait, t'as des petites bribes 6 fois dans l'année de satisfaction, et tu cours après ce truc-là. C'est une course. Tu cours après l'illusion que quand tu auras ça, mais c'est pas forcément matériel, parce que les gens qui ont raconté la vidéo, ils vont se dire oui, oui, non, mais moi je suis passé au-dessus de ça, j'ai bien compris que c'est pas la Ferrari ou la villa ou quoi. Je parle pas forcément du tout que de ça. C'est c'est quoi tes conditions inconscientes au bonheur. Forcément,
tous ceux qui regardent la vidéo, et moi y compris, et toi et Théo, on a un truc en nous de je serai heureux quand. Complète cette phrase, sois honnête avec toi-même, je serai heureux quand genre, je gagnerai tant par mois, je serai heureux quand on verra mes abdominaux, je serai heureux quand je sortirai avec telle personne. Et, et mets en lumière ces conditions inconscientes, vis le fait que, regarde toutes les fois où tu t'es dit je serai heureux quand et où tu as atteint l'objectif, et vois que ça t'a pas apporté ce que tu croyais. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où tu t'es dit je serai heureux quand j'aurai ce couple, tu as eu le couple, et en fait le couple t'a apporté plein de trucs et t'a fait chier sur plein de trucs, t'as eu des avantages, t'as eu des inconvénients, et en fait c'était qu'une illusion. Mais du coup, le piège, c'est de croire que un jour, je vais trouver un objectif qui, lui, va m'apporter ça. On le fait inconsciemment. Et c'est à chaque fois, au lieu d'arrêter la quête, on se dit, bah non, il faut que je cherche un peu plus. Puis tu peux passer une vie à faire ça, à passer d'objectif en objectif. Souvent, tu les polisses un peu, ça devient des objectifs plus nobles, plus machin, mais c'est toujours le même truc. Quand j'aurai, quand je serai capable d'être dans l'instant présent, là c'est bon, je serai mort. Mais en bref, ça marche pas comme ça. C'est en fait rien ni personne dans le monde ne pourra te permettre d'avoir de la joie durable. La joie durable, elle est à l'intérieur. Et ça peut être difficile à entendre parce qu'on n'est pas tout le temps joyeux, parce que quelqu'un qui regarde la vidéo, qui vient de perdre son frère, il dit ah ouais, donc là, ma joie durable, moi, elle est à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on doit être heureux tout le temps. Ça veut juste dire que notre joie, elle n'est pas dans les circonstances extérieures. Et que je peux avoir l'illusion de ça. Par exemple, là, on a passé un bon week-end ensemble. Je peux avoir l'illusion que c'est ce week-end qui m'a permis de ressentir de la joie. Ou que c'est toi, ou que c'est les groupes, ou que c'est ce qu'on a mangé, ou que c'est... En fait, ça a été le catalyseur de quelque chose qui était déjà en moi. Mais ça vient de l'intérieur. Mais est-ce que c'est aussi tes perceptions qui influencent ton émotion au final? Ouais. Ok. Non, je te Ouais, demande, ouais. au Oui, final, oui. c'est aussi que tu as appris de selon comment tu percevais les choses euh, et de voir les choses sous Ouais, différents mais angles. ça, Ou ça bien, va au-delà de cette notion de perception. Même si on met de côté la question des perceptions, il n'y a même pas besoin de faire un travail de comment je vais percevoir la situation, ou d'essayer de voir les choses en positif, ou je sais pas quoi. C'est ma joie véritable, elle est, pardon, à l'intérieur, elle n'est jamais à l'extérieur. Et elle n'est pas dépendante des conditions extérieures. Je peux le croire, mais en vrai, c'est faux. Est-ce que tu as déjà été rempli de joie avec des conditions extérieures naze? Voilà. Carrément. Est-ce que tu as déjà été profondément déprimé dans des conditions extérieures fabuleuses? Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est la démonstration est faite, c'est ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Et croire que si tu as telle circonstance, ça te rend heureux, ou si t'as pas, ça te rend malheureux, c'est faux. C'est une illusion de. C'est nous qui achetons cette croyance-là. Mais c'est une croyance. En vrai, le truc où tu te dis je serai heureux quand, ben en fait, tu peux. Et si tu te disais, et sinon, imagine tu l'as pas, et si tu étais heureux là tout de suite maintenant? Là, pendant que je parle, est-ce qu'on pourrait juste se dire, tiens, on fait le test, on fait un jeu, on est heureux 3 secondes. Bah, je sais pas ce qui se passe en vous là maintenant. Moi, il y a déjà un truc qui commence à monter un peu. Mais il n'y a rien qui fait ça. Enfin, vous avez rien dit, vous avez rien fait. Je viens pas de gagner au loto ou quoi. Et ça, c'est disponible tout le temps. Mais ça veut pas dire que c'est facile et que, ah bah du coup, je fais ça, et ah oui, il y a de la joie véritable. C'est pas une injonction à être heureux tout le temps. C'est juste décorréler les conditions extérieures de mon état intérieur. Bon, après, il faudrait 3 heures pour plonger sur ce sujet. Du coup, ouais. Je veux dire, avant que j'enchaîne avec moi mes prises de conscience, est-ce que je peux résumer du coup les prises de conscience que tu as eues parce que... Bah, la première, c'est de me rendre que j'étais responsable d'absolument tout dans ma vie. Co-responsable, on va dire. Et la deuxième, que je serai heureux quand j'arrêterai de me dire que je serai heureux quand. C'est aussi un peu de vivre dans le moment, c'est-à-dire de tout soucier et que tu ne fais pas la restante, mais d'être juste avec ça, de ce qui se passe pas.
d'une certaine manière. En fait, cette ça dimension. n'a rien à voir avec l'idée d'arrêter d'avoir des projets ou des objectifs ou de l'ambition. C'est souvent ça qu'on se dit, c'est que quand les gens entendent ça, ils se disent, ah bah du coup, faut être un moine tibétain, et puis aller dans une grotte, et puis j'ai besoin de rien, pas besoin d'argent, pas besoin... Non, c'est continue tes objectifs, continue ton ambition. Si tu as envie de gagner plein de thunes, va gagner plein de thunes. Si tu as envie d'avoir une Ferrari, et une Ferrari. Si tu as envie d'atteindre l'éveil, vas-y. Continue et fais-toi plaisir avec tes objectifs. Juste arrête de croire que quand tu l'auras atteint, tu seras heureux. C'est faux. C'est tout. Mais joue. Vas-y, on joue. Enfin, moi, je continue à avoir des objectifs, je m'éclate. Mais je sais très bien que quand je l'aurai atteint, ce sera cool. Voilà, ce sera cool. Ce sera peut-être que je ferai la fête 2 jours. Et puis après, je passerai à autre chose, à un autre objectif. Mais j'ai arrêté d'espérer que ce truc va m'amener du bonheur durable. C'est juste ça. Je peux juste enchaîner. Est-ce que du coup, ça répondrait un peu à une des questions qui serait, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont plus favorables à réussir leur vie, à être heureux que d'autres? Elle est trop belle cette question. Ouais, je pense que personnellement, oui. Il y en a qui ont la génétique et les chromosomes. C'est ça. Les chaînes du bonheur. Ah non, mais moi, je l'ai pas, merde. C'est ça. Bah voilà, va falloir se trimballer une vie de malheur. C'est tout. Il y en a qui ont le gène du bonheur, il y en a non. Voilà, tout simplement. Non, c'est une blague, hein. Au cas où on me prendrait au sérieux, c'est une blague. Et du coup, si c'est pas une blague, t'en penses quoi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que penser ça peut vraiment faire souffrir. Et c'est souvent, on pense ça pour justifier le malheur qu'on vit. Mais du coup, la question, c'était quoi? Concrètement. Il y a des gens Ouais. qui sont plus prédisposés au bonheur. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, et j'y ai pensé réellement dans mon passé, c'est oui, voilà, il y a des gens qui naissent directement en étant typiquement roi d'un pays, comme le reine d'Angleterre, roi d'Angleterre, enfin, tout ça, voilà. Donc, ils ont une bonne situation, ils ont des gens à leur service, mais pour autant, quand tu regardes l'histoire de tel ou tel roi, ils ont des histoires ils vivent des hauts et des bas, quoi. Concrètement. Des fois, t'aimerais pas être à leur Et place. des fois, tu te dis, mon Dieu, merci que je suis. Parfois. C'est ça. Merci d'être paysan. C'est ça. Parce que là, Et des fois, on peut avoir aussi l'illusion que, l'autre dans le pays, il meurt de faim, etc. Moi, franchement, ouais. Donc, on peut avoir ce truc-là. Et on peut se dire, tiens, je suis né au bon endroit, ou sous un autre point de vue, je suis né au mauvais endroit. Je suis prédisposé à être heureux, ou je suis prédisposé à ne pas être heureux. Mais là, ça annule tout quand on prend conscience de ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, qu'en fait, rien à l'extérieur peut nous rendre heureux ou malheureux. Mais que dans le fond, on a souvent été heureux dans des périodes où on n'était pas dans un environnement, ou pas dans un... Comment t'avais dit tout à l'heure? ouais, dans des conditions fabuleuses. Ouais. Des fois, on était dans des conditions un peu merdiques sur le papier. Moi, j'ai une situation en tête. Quand j'étais petit, je faisais du catéchisme et je suis parti comme ça avec un groupe. On était parti faire un pèlerinage, je crois que c'était le pèlerinage de Chartres. Et justement, on monte une tente avec mes amis et on est sous la tente. On mange, on est ensemble. Mais il n'y avait rien, hein. On était à même le sol, sous une tente, on mange ensemble. Et on a passé un super moment. On s'éclairait avec une lampe torche et c'était super cool. Une des superbes soirées de mon année quand j'avais 10 ans. Voilà, c'était ça. J'avais rien. Et pour autant, après, j'ai fait aussi des superbes... j'ai dormi dans des beaux hôtels. Et pour autant, j'ai passé des soirées qui étaient moins ouf que celles-là. Donc c'est juste pour montrer que, entre guillemets, on pourrait se dire, dans un grand hôtel 4 étoiles, tu peux passer la meilleure nuit de ta vie et tout, ou les meilleurs moments de ta vie, mais je préfère largement la soirée que j'ai passée dans une tente que la soirée que je passe dans un hôtel. Voilà. On va revenir à ce qui a impacté ta vie, tes prises de conscience. Hein. Alors, j'en ai pas beaucoup, là, en tête. Le premier truc qui me vient, c'est... c'est que la souffrance, elle est souvent due à la résistance que j'ai
un ressenti que je peux. Voilà. Donc la souffrance, c'est la résistance que j'ai à un ressenti. T'as une situation qui te vient en tête? Ouais. Tu peux me faire un exemple? Par exemple, typiquement, allez, enfin, j'en ai plein en fait. C'est une prise de conscience qui est venue suite à plein de moments que j'ai vécu. Cette phrase-là, je l'avais déjà entendue, mais c'est quand vraiment je l'ai expérimenté que là, il s'est passé un truc dans ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple, ouais, typiquement, je suis donc, dans ma vie de couple, je vis des hauts et des bas, des conflits, etc. Et réellement, la sensation que je sens au fond de moi, c'est l'impuissance de pas pouvoir changer les pensées de l'autre, etc., ou ce genre de choses. Mais en fait, dans cette situation où je me sens impuissant face à mon conflit, etc., ce que l'autre peut penser de moi dans la situation de couple, bah justement, c'est la résistance à ce ressenti-là qui, moi, me fait souffrir. Si vraiment je me laisse vivre, transpercé par ça, bah déjà il y a un truc beaucoup plus soulageant. C'est beaucoup plus, en fait je vis moins à petit feu et sur du long terme ce que je ressens. Il y a un truc, je sais pas comment tu peux le décrire toi, mais moi en tout cas je le vis comme ça. Quand je vis quelque chose, ça me traverse et il y a un côté soulageant en fait. Même dans la tempête, c'est quand je suis dans la tempête, il y a un côté où je suis soulagé. Mais c'est quand j'ai un bras dans la tempête et un bras au sec, là c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus inconfortable en fait. Ouais, ben en fait, c'est juste de dire que personne n'a jamais souffert d'une émotion. Oui. Personne. On peut dire, moi je souffre parce que je suis triste, ou moi je sais que ça se fait peur. Personne n'a jamais souffert d'être triste. Il y a plein de gens, par contre, qui ont expérimenté d'être soulagés d'être triste, d'aimer être triste, parce qu'en fait, quand tu t'autorises à être triste, et concrètement, par exemple, quand tu as une bonne crise de larmes, c'est pas souffrant, une bonne crise de larmes. Non, en général, après tu t'es vidé, bon, tu es souvent fatigué, mais Ouais. il y a un effet Pendant que tu es triste, pendant. pendant que tu vis ta tristesse, c'est pas souffrant, Tu c'est réfléchis, jamais hein. souffrant. Mm. C'est au pire neutre, et au mieux, c'est juste trop bien. Mm. Moi, j'adore quand je pleure. Moi. Tous les gens croient qu'ils souffrent de leurs émotions, mais ils ne souffrent pas de leurs émotions. Personne n'a jamais souffert de tristesse. Par contre, tout le monde a déjà souffert de lutter contre sa tristesse. Ouais. Ce qui te fait souffrir, c'est pas les 4 minutes, ou les 12 minutes, ou les 30 minutes où tu pleures. Ça te fait pas souffrir. Ce qui te fait souffrir, c'est les 28 jours que tu as passés avant à lutter contre ta tristesse. À y résister intérieurement, à te dire mais non mais je dois pas être triste, mais non mais c'est pas normal, mais non mais j'ai quand même dépassé ce truc là, mais non mais il faudrait plutôt, ah mais non mais je suis vraiment faible de ça, c'est la souffrance. Donc t'as pas souffert de l'émotion, puisque l'émotion tu l'as vécue en 4 minutes, ça t'a même fait du bien, t'as kiffé pleurer, t'as kiffé être triste. Ce que tu crois, quand tu te dis que tu souffres parce que tu es triste, non, change ta phrase, dis je souffre parce que je résiste à ma tristesse depuis un mois. C'est ça. Ça, c'est la souffrance. Donc quand Théo parle de ça, c'est quand je résiste à une émotion, elle me domine, elle prend le contrôle, elle me fait souffrir. Quand je me laisse traverser par une émotion, est-ce que tu as déjà souffert d'avoir peur? Tu peux me dire, peut-être c'est le cas. Hein. Je sais pas, je réfléchis là. C'est souffert de leur peur. Je sais pas, c'est une émotion en soi qui est peut-être pas toujours agréable, non, qui est Donc ça peut agréable. être peut-être éventuellement inconfortable, désagréable, comme tu dis, mais c'est pareil, il y a des gens, ils payent pour avoir peur. Quand tu vas voir un film d'horreur au cinéma, tu donnes de l'argent pour avoir peur. Donc il faut juste les parcs d'attraction aussi. Les parcs d'attraction aussi. parcs d'attraction. Ouais. Je fais la queue pendant 2 heures pour au final. Pour avoir peur parce qu'en fait t'aimes ça. Ouais. Ou alors tu fais la même chose pour aller voir un film où t'as lu la critique, tu sais très bien que tu vas chialer parce que c'est un film dramatique, oscarisé et qui va te tirer les larmes aux yeux. Mais tu y vas quand même. En fait, dans le fond, on adore les émotions. Et on adore ça.
Par contre, ce qu'on n'aime pas, c'est justement de résister. Et résister. Résiste contre ta peur, tu vas souffrir. Résiste contre ta tristesse, tu vas souffrir. Résiste contre ta colère, tu vas souffrir. C'est la résistance à l'émotion qui va générer la souffrance. Mais c'est jamais l'émotion. Mais on se trompe d'ennemi, en fait. On croit que l'ennemi, c'est l'émotion. Non, non. Arrête de croire que c'est un ennemi, tu vas l'écouter. Là, donc typiquement, moi, c'est ça, la grosse prise de conscience, et que la souffrance, c'est vraiment la résistance à une sensation que je peux avoir. Et là, si je dois en trouver une seconde, c'est en réfléchissant, celle-là, elle m'est venue vraiment spontanément, et en réfléchissant, j'ai aussi la prise de conscience qui est que chaque chose, dans le fond, présente tous, ont toujours présenté et présenteront toujours, j'ai la conviction que ça sera toujours le cas, autant d'avantages que d'inconvénients, autant de bien que de mal. En fait, dans le fond, il y a les deux au même degré. Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que cette prise de conscience-là, elle est super libératrice, parce qu'elle aide à avoir confiance en l'avenir, en se disant, quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste des différentes situations qui, dans le fond, vont toutes les deux me faire vivre autant de bien que de mal. Je peux pas expérimenter plus de mal que de bien. Par contre, si je souffre, c'est que j'ai souvent la perception d'avoir expérimenté plus de mal que de bien. Hein, si je ressens de la tristesse, c'est que j'ai la perception éventuellement que dans un instant T, j'ai plus perdu que gagné. Si j'ai la peur, c'est que j'ai la perception que dans le futur, je vais avoir plus d'inconfort que de confort. Mais dans le fond, c'est que des déséquilibres dans nos perceptions. Mais en réalité, il y a toujours eu, et il y aura toujours, un équilibre. Dans la nature propre, il y a de l'équilibre. Et le corps cherche toujours un équilibre. Et dans le fond, c'est cet équilibre-là qu'on peut appeler l'amour, je pense. Du coup, tu conseilles en fait de voir les choses sous leurs différents angles, mais aussi de voir justement les bons côtés. Je pense que c'est plus facile de voir les mauvais côtés de certaines situations que de voir les bons côtés. Après, la question est, est-ce que je dois aller chercher les mauvais côtés dans une autre situation qui me convient pour refaire l'équilibre? Alors franchement, moi honnêtement, j'ai été pendant un moment donné, et ce truc-là, ça a été pour moi aussi très souffrant pour le coup. C'est de me dire, ah bah tiens, c'est super ça, c'est libérateur, ça allège, etc. Et donc il faut chercher l'équilibre à chaque instant. Et non, en fait, non. Des fois, c'est chiant de chercher l'équilibre. Hein, et aujourd'hui, personnellement, je le fais plus. Je le fais quand j'en ai envie. Donc moi, c'est une invitation que je fais à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est si vous avez envie, allez-y. Et justement, quand on cherche l'équilibre, c'est bien de le chercher partout où on peut voir un déséquilibre, hein, et dans ce qu'on a envie d'aller chercher. Par exemple, si je perçois que oui, je sais pas, j'ai en moi une profonde tristesse qui reste cristallisée, je la vis, mais voilà, elle est toujours là, parce que dans le fond, je me rends compte que ce qui génère cette tristesse et ce qui l'a fait pleinement toujours exister en moi, c'est que bah voilà, j'ai la perception d'avoir plus perdu que gagné, hein, dans cette relation, par exemple. Ou voilà, donc, ou par exemple la colère, c'est que j'ai la perception que quelqu'un m'a fait plus de mal que de bien dans ma vie. Donc je ressens en moi une profonde colère. Donc pour aller s'en libérer et dissoudre la charge émotionnelle, on en parle beaucoup avec Charles, bah peut-être que ça peut être pas mal d'aller justement rééquilibrer ses perceptions là-dessus. Et donc du coup, quand j'ai la perception que quelqu'un m'a plus blessé que soulagé, bah, je peux aller voir en quoi la relation avec lui a été soulageante. Quand j'ai la perception que quelqu'un m'a plus détruit que construit, je peux aller voir en quoi vivre cette expérience avec lui m'a amené à me construire. Et donc, du coup, aller chercher ça, c'est des pistes pour aller rééquilibrer mes perceptions, calmer mon système nerveux, parce que du coup, s'il y a un déséquilibre dans mes perceptions, le système nerveux, il est en crainte, tu vois. Il est aux aguets de potentiellement revivre, réattirer la même personne, la même situation, les mêmes circonstances, tu vois. Donc ça, c'est dans le côté négatif. Et pour répondre à ta question, même sur les côtés positifs, moi, j'aime bien le faire. C'est souvent moins waouh, mais c'est intéressant de le faire. Je l'ai fait justement avec une personne, on parlait de la peur de mourir tout à l'heure, je l'ai fait avec une cliente qui, elle, dans son cas, avait peur de mourir. Mais quand on a été creusé, elle n'a pas peur de mourir pour elle, c'est elle a peur de mourir pour laisser seuls ses enfants.
dans le fond, elle est tellement attachée à ses enfants qu'elle a peur de les laisser. Tu vois. Et en fait, quand on vient regarder un petit peu ses enfants, etc., bah, le truc qui est intéressant avec elle, c'est que euh, les enfants sont en fait un reflet de ce qu'elle-même elle a vécu dans sa vie. Et parce qu'elle est ultra attachée à ses enfants, parce qu'elle est mise comme sur un piédestal, et mes enfants me font me sentir pas seul, et moi, si je partirais éventuellement, je les ferais se ressentir seul. Enfin, tu vois. Donc c'est parce qu'elle est mise sur un piédestal que justement, elle est fortement attachée à eux. Mais du coup, les mettre sur un piédestal et se dire qu'ils sont formidables parce qu'ils l'ont sauvé de sa solitude, ça la met tout le temps dans un stress. Et c'est une personne qui est anxieuse. Et j'aime bien voir que l'anxiété, est souvent due euh, à quelque chose ou quelqu'un qu'on met sur un piédestal. L'anxiété est souvent due à un idéalisme. C'est parce que justement, il y a quelqu'un qui est sur un piédestal ou quelque chose sur un piédestal à côté de moi que mon corps est en défense. Pourquoi? Parce que dans le fond, j'ai peur de le perdre. Tu vois. C'est-à-dire, je suis tellement attaché en mon mari, en ma femme, en mes enfants, que justement, j'ai peur de les perdre et du coup, mon corps se met, et le système nerveux est en défense, tu vois. J'ai peur. Donc en fait, je profite même plus de l'instant présent avec eux, parce que dans le fond, j'ai tout le temps peur de les perdre. Donc oui, c'est intéressant d'aller rééquilibrer ses perceptions dans les deux sens. Soit si on a un idéalisme ou un fantasme sur quelque chose, sur quelqu'un, ou soit si on a une charge émotionnelle sur quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas de risque en voulant rééquilibrer, on empêche de vivre des émotions parce que du coup on tombe dans une réflexion et en fait on étouffe de nouveau une part qui à la base est très importante. Hein. Carrément. C'est une superbe question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient toi là-dessus? Moi personnellement, le premier abord, j'ai envie de dire oui, ça peut être le cas. Moi, ça a été le cas dans mon histoire personnelle. Ça a été le cas des fois, justement, bah, j'en parlais, c'est ce truc qui est souffrant quand on découvre cet outil-là, cette méthodologie de rééquilibrer ses perceptions. On, on peut s'enfermer dedans aussi, dans le but des fois de ne pas vivre certaines émotions. Et moi, j'aime bien voir maintenant le rééquilibrage des perceptions comme une invitation à goûter la grâce des moments. Tu vois, c'est vraiment ça. Je le fais vraiment pour le kiff. Ce qui libère, c'est de vivre. Rien d'autre qui libère, ce qui libère, c'est de vivre. Ce qui t'aide à goûter la grâce et à ne plus être en manque de confiance et en sérénité vis-à-vis de ton futur, c'est pour le coup ça, les rééquilibrer ses perceptions. Tu vois les opportunités, tu vois le cadeau qui t'a été donné, tu peux pleurer de gratitude et voilà, t'es bien pour le futur. Voilà. Mais je pense que dans un premier temps, tu ne peux pas bien le faire si t'as pas vécu pleinement la tempête. Tu vois, c'est vraiment vis la tempête et dans la période de calme, tu peux aussi profiter d'aller voir qu'est-ce que la tempête t'a amené comme opportunité. Il faut ajouter quelque chose. Bah, oui, déjà, on peut peut-être rajouter un truc que nous, on manie pas mal, mais qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est qu'on parle de perception, mais qu'on n'a pas accès à la réalité, mais seulement à nos perceptions de la réalité. Et que c'est pour ça que nous, on parle autant de perception, c'est que ce qui nous affecte, c'est pas ce que va me dire Théo, ce que va faire Théo, c'est la perception que je vais en avoir. Si là, Théo, je sais pas, me fait un clin d'œil, ben, moi, je vais avoir une perception de son clin d'œil. Peut-être ça veut dire il se moque de moi, peut-être ça veut dire en fait, il a un moment de complicité. J'ai 10 000 interprétations différentes et perceptions différentes que je peux avoir de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et on passe notre vie et notre journée, depuis ce matin, on s'est levé, on n'a pas eu accès à la réalité, on a eu accès seulement Ouais. à notre perception de la réalité, qui est travestie par nos filtres. Parce qu'on a tout un tas de filtres neurologiques, etc., qui font que ça déforme, le réel est déformé, le réel est sélectionné. Est-ce que les conditionnements, ça rentre là-dedans, dans les fils dont tu parles? C'est ça, et voilà, on a été aussi par nos croyances, nos traumas, nos valeurs, en fait, on voit un morceau de la réalité, et chaque personne qui va regarder la vidéo là, va avoir une perception différente de ce qu'on va dire. Il y en a, ils vont être scandalisés, il y en a, ils vont dire c'est génial, il y en a, ils vont dire c'est pas intéressant, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a fait ou dit, ça a à voir avec leur perception. Et que c'est vrai que la pensée positive, voir les choses en positif, voir le verre à moitié plein, bah, c'est comme tout, ça peut être utilisé de deux manières différentes, mais ça peut être une stratégie pour mettre en déni
ses émotions négatives. Ça peut être une stratégie. Moi, j'ai vécu ça pendant quelques années quand j'ai découvert le développement personnel. Ah, trop bien, on peut changer ses perceptions, on peut voir transformer la crise en opportunité. Je me suis dit, bah, chouette, tout ce que je vais vivre de pourri, je vais voir le verre à moitié plein et ma vie va être 100% bonheur tout le temps. Mais donc, comme ce n'est pas possible, ça a créé encore plus de souffrance chez moi parce que c'était une manière pour moi de jamais ressentir ma tristesse quand j'étais triste, parce que des fois j'ai beau faire un truc avec mes perceptions, bah, je suis triste, en fait, c'est comme ça. Et voilà, mettre en déni mes émotions inconfortables. Donc l'idée c'est, est-ce qu'on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Bah, l'idée c'est, est-ce qu'on peut regarder les deux? Est-ce qu'on peut regarder le verre? Tu vois? Parce que si tu regardes le verre à moitié vide, bah, t'es dans ton rôle de victime, tu te plains, tu te complais dans ta souffrance, ton malheur, machin, donc tu souffres. Si tu regardes que le verre à moitié vide, bah, en fait, t'espères vivre dans le monde des bisounours alors que t'es pas dans le monde des bisounours, donc tu vas souffrir. Donc l'idée c'est, est-ce que tu peux regarder les deux? Les endroits de ta vie où tu as tendance à voir que le verre à moitié plein, bah, regarde aussi qu'il il est aussi un peu vide et qu'il y a aussi des inconvénients. Les endroits de ta vie où tu as tendance à te lamenter, je sais pas, à voir le verre à moitié vide, bah, vois en quoi aussi c'est une opportunité, ça va t'aider à, etc. Mais vois les deux. Et c'est pas parce que tu vois le verre à moitié plein que tu arrêtes de voir le vide et vice-versa. C'est pas changer d'angle de vue, c'est ajouter deux angles de vue. Je vois cette tasse, je la vois de cet angle-là et de cet angle-là, et ça me fait deux angles de vue qui me permettent de mieux voir cette tasse. Parce que si je la vois que comme ça, je vois un bout de la tasse. Si je la vois que comme ça, je vois un autre bout. Si je la vois des deux bouts, bah, je vois l'entièreté de la situation. Voilà. Ouais, On peut peut-être s'arrêter on peut là-dessus. peut-être conclure là-dessus.